Bonsoir à toutes et à tous. Juste un mot pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire que je suis ravi de vous voir aussi nombreux à la maison de Victor Hugo ce soir. Et je suis donc très heureux que la maison de Victor Hugo accueille ce soir le lancement d'un très très beau livre, et très gros livre aussi, des éditions Diane de Sellier, Les Contemplations de Victor Hugo. C'est pour ça que ça se passe à la maison de Victor Hugo, hein, sinon... illustré par les premières photographies. Et c'est un ouvrage qui a mobilisé la complicité d'une grande copine de la maison, Florence Nogrette, ici. Donc c'était une deuxième raison pour accueillir le lancement de ce livre ce soir à la maison de Victor Hugo. Et je suis ravi parce que... Bon, il faut faire lire Victor Hugo, ce qui, contrairement à ce que vous pouvez penser, n'est pas gagné d'avance. Et peut-être ce que tu vérifies à la fac de temps en temps. Et c'est vrai que les images aident à faire lire. C'est une tradition qui a été très vivace au XIXe siècle, qui nous intéresse beaucoup ici à la maison Victor Hugo, parce que c'est une dimension très très importante de nos collections. On a beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres d'illustration originales, qui ont préparé les gravures qu'on retrouve dans les livres. Et on se pose toujours des questions. Comment illustrer un livre? Quel rapport faire entre l'écrit et l'image? D'ailleurs, Victor Hugo lui-même nous a un peu montré la voie, même si lui ne travaille pas sur l'illustration au sens presque basique du terme, mais plutôt sur des rapports très souterrains du texte et de l'image. Alors ici, toute l'astuce et la nouveauté, c'est d'illustrer les contemplations par des photographies. Et Florence a une théorie là-dessus qui justifie ce choix dont elle va nous parler. Voilà, donc c'est pour dire que je suis particulièrement heureux vraiment de cette soirée et de vous accueillir. Oui, mais merci beaucoup Gérard, merci de nous accueillir ce soir dans la maison Victor Hugo, merci à tous d'être ici et merci Gérard de nous avoir accompagnés pendant toute l'élaboration de ce livre, de nous accueillir encore aujourd'hui. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Gérard Audinet est non seulement directeur de la maison Victor Hugo à Paris, mais également à Guernesey et que nous avons eu la chance de passer quelques jours à Guernesey avec plusieurs membres de l'Institut Diane de Sellier pour la recherche en histoire de l'art le printemps dernier, un voyage qui a été très beau et puis très enrichissant pour bien connaître et comprendre Victor Hugo. Nous étions accompagnés de Hélène Orin-Pascali et de Florence Nogrette pendant ces quelques jours. Alors, je remercie également Florence Nogrette, qui est professeure à Sorbonne Université, qui est une spécialiste du théâtre romantique et que nous avions identifié, grâce à un de nos auteurs, Jean-Michel Desprats, qui est dans la salle, comme ayant écrit ce livre absolument extraordinaire sur Juliette Drouet, qui est un livre épais comme ça, qui se lit comme un roman et qui nous permet de découvrir Victor Hugo et son siècle en faisant un pas de côté à travers la vie, les commentaires, les courriers, le récit de la compagne de Victor Hugo tout au long de ces années. Florence a écrit l'introduction aux Contemplations. Elle a également écrit des notices sur tous les poèmes que nous avons sélectionnés. Elle nous a accompagnés et nous a beaucoup aidé dans la sélection iconographique pour écarter les poèmes qui étaient moins intéressants, qui ne présentaient pas un intérêt majeur, parce qu'on ne pouvait malheureusement pas publier les 160 poèmes, nous en avons publié 192, et elle a écrit une notice sur chacun des poèmes qui sont dans le livre, nous éclairant sur leur contexte d'écriture, sur l'époque à laquelle ils l'avaient écrit, sur leur sens, et donc une lecture en parallèle qui nous a énormément aidé également dans le choix des photographies pour lesquelles nous avons été accompagnés par Hélène Orin-Pascali. La manière dont nous travaillons, nous faisons la sélection iconographique en interne avec tous nos balbutiements et nos découvertes, mais pour ne surtout être influencés par aucun spécialiste. Et quand nous arrivons au sommet de ce que nous avons pu faire, nous demandons à une spécialiste, en l'occurrence Florence, qui est spécialiste de la photographie et professeure de la photographie entre autres du XIXe siècle, et qui non seulement écrit une introduction remarquable sur la photographie, mais à la fin du volume sur toutes les techniques photographiques et l'évolution des techniques photographiques qui nous aident à comprendre non seulement son médium, son histoire, sa modernité, parce que la photographie est contemporaine de Victor Hugo, et on a une lecture encore plus approfondie des poèmes, de la photographie et de tout. Et j'aimerais également remercier aussi notre éditrice Julie Malinvaux, qui est quelque part,
dans la salle. Quoi qu'il en soit, Julie a fait un travail absolument fantastique d'écrire les notices biographiques de tous les photographes qui sont présents dans l'ouvrage. C'était un travail d'autant plus difficile que ces collections photographiques ne sont pas encore bien répertoriées et qu'énormément de photographes sont à peine connus et certains ne sont pas considérés ou n'étaient pas considérés spécialement comme des artistes. Donc c'est vraiment un travail de recherche qui a été important mais qui nous éclaire également sur l'ensemble du travail. Voilà, alors je voudrais aussi remercier François Gillard qui va nous lire des poèmes avec Florence Nogrette et les sociétaires à la Comédie Française et on va passer, je pense, une magnifique soirée avec vous. Merci énormément et alors j'aimerais surtout associer Joséphine Barbero, tiens, mets-toi un peu près de moi. Joséphine Barbero, qui, comme vous le savez, ou beaucoup d'entre vous le savent, a repris la direction de la maison d'édition et s'associe à moi pour tous ces remerciements et de votre présence également. Et merci Joséphine, parce que Joséphine fait un travail fabuleux. Merci pour cette belle soirée qui s'annonce. Merci. Le jour où j'ai rencontré Diane, je savais qu'elle s'intéressait aux contemplations, mais je ne savais pas ce qu'elle avait en tête comme art pour les illustrer. Quand elle m'a demandé justement à quel art j'associais ce recueil, je lui ai répondu la photographie pour plusieurs raisons. D'abord, le recueil a été composé à un moment où Hugo s'intéressait à la fois au spiritisme et à cet autre art spectral qu'est la photographie. Ensuite, certains poèmes sont écrits comme des photographies, je le crois. Enfin, le recueil lui-même peut se lire comme on feuillette un album. Le principal médium des séances spirites à Jersey, donc à partir de l'automne 53, c'était Charles, le fils aîné de Hugo, et c'est aussi Charles qui a fait entrer la photographie dans le foyer familial et dans le cercle amical. Il s'était formé auprès d'un photographe canet, il avait perfectionné son matériel, il avait amélioré sa technique, il a initié son frère François-Victor et leur ami Auguste Vacry, qui était le beau-frère de Léopoldine, à cet art. Il a installé une chambre noire à Marine Terrasse, donc la maison que Hugo et sa famille occupaient à Jersey, puis à Hauteville House, la maison que Hugo et sa famille occupaient à Guernesey, où on peut encore la visiter, cette chambre noire. On capture l'image dans cet atelier de Jersey des lieux, la maison, le jardin, la plage, le brise-lames sur la plage, et des personnes, famille, amis, proscrits, Hugo, à de nombreuses reprises, et même la chatte écoute en phèdre. On garde ainsi des traces, des souvenirs, on envoie son portrait aux relations gardées sur le continent pour lutter contre l'oubli. Cette photo, Hugo l'a envoyée à ses proches, autant qu'il l'a offert. Il l'a offert à la fois à ses proches de l'île et à ses proches du continent. Très vite, Hugo envisage d'illustrer ses prochains livres par des photographies, donc dès 1953, quand il découvre cet art. Cette année-là, où il se met à l'élaboration de son recueil, c'est vraiment contemporain. Quand je dis l'élaboration du recueil, je veux dire par là prendre les poèmes qu'il avait déjà écrits avant l'exil et qui étaient destinés à ce recueil, et puis en écrire des nouveaux et composer l'architecture du livre et les placer, les répartir. Cette année-là, donc 1953, paraît un bel ouvrage sur les bords du Rhin, illustré de clichés du photographe Charles Marville. L'éditeur s'appelle Blancard-Évrard. C'est une grande première, c'est un événement éditorial que cet album. Et Hugo imagine alors 2 projets restés inaboutis, où le texte et l'image se seraient complétés. Et je me plais à penser, avec Diane et son équipe, que notre livre réalise un petit peu un rêve de Hugo. Le premier de ces 2 ouvrages, c'est une réédition de son propre Rhin, son récit de voyage qu'il avait publié en 1942. Charles le fils serait retourné sur ses traces au bord du Rhin, aurait ramené des photos et on aurait republié l'ouvrage, mais ça ne s'est pas fait. Le deuxième projet, c'est un ouvrage collectif qui aurait été issu de l'atelier de Marine Terrasse, donc lui, ses fils, l'ami Vacry, et qui aurait comporté, comme l'annonce la Société héliographique en 1853, Jersey et les îles de la Manche, vers et prose, photographie et dessin. Et là-dedans, eh bien, Hugo aurait fait des dessins
était un modèle de la photographie et aurait écrit des vers, et un autre du groupe aurait écrit la prose et fait les photographies. Ce projet capota, quoi qu'on eût pris les photographies et composé les textes. Ceux-ci, les textes, rejoindraient un jour l'introduction des travailleurs de la mer, le volume posthume Océan et les contemplations. Les photographies étaient des paysages marins, des monuments, des portraits de proscrits. Recyclées, elles illustrèrent des exemplaires personnels des contemplations, dits arrangés ou curieux, donc exemplaires arrangés, exemplaires curieux, offerts à tel ou tel proche, avec des photos choisies spécifiquement pour ce proche et mises en regard de certains des poèmes. Celui de Madame Hugo est conservé ici. Faute d'en avoir publié de recueils photographiques ou de vers et images, Hugo pratique dans sa vie personnelle toutes les formes individuelles d'albums dont la fabrication artisanale est une forme subreptice de l'écriture de soi. Et ces différentes formes, on les retrouve toutes dans les contemplations. Les herbiers, un poème est ainsi dédié à Juliette qui lui offre une fleur. Les registres de mariage ou de condoléances, on trouve dans le recueil un épithalame, c'est-à-dire un poème écrit pour la mariée, Léopoldine, et plusieurs consolations pour des parents en deuil. Les albums amicorum, ces recueils d'autographes, croquis, vers de circonstances, souvenirs et fétiches mêlés, donnent sa forme au 5e livre sur 6 des Contemplations, qui est dédié aux amis qui ne l'ont pas abandonné en exil. Hugo avait aussi contribué à bien des albums de dames. Celui de Léopoldine, jeune fille, enfant et puis jeune fille, qu'il avait truffé de dessins de sa propre main, est à l'origine de Paucameae, le 4e livre des Contemplations qui lui est spécifiquement dédié. 3 autres dames de ses amies, dans les Contemplations, sont aussi dédicataires d'un poème, Delphine de Girardin, Louise Collet et Louise Bertin. Quant aux albums photographiques, Hugo perçut immédiatement l'usage familial et amical, mais aussi poétique, publicitaire et militant qu'on en pouvait faire. À l'époque des Contemplations, il distribue généreusement ses portraits aux proscrits et aux résidents jersiais, accueillants et hospitaliers, tels les 2 frères Asplet, Philippe et Charles, qui ont organisé un dîner d'adieu quand Hugo est expulsé de Jersey pour des raisons politiques, avec d'autres proscrits qui sont expulsés pour la même raison que lui. Un grand dîner d'adieu est organisé le 28 octobre 1855, il partira 3 jours après, en l'honneur des expulsés de Jersey. Et à cette occasion-là, on s'échange des photographies. Les 2 frères Asplet collectionnent les photographies des proscrits, ce qui est très précieux pour connaître leur visage. Et beaucoup de ces photographies ont été prises par l'atelier de Jersey, donc par Charles et Auguste Vacry. Et sur de ces 2 albums, un est conservé aussi ici même, dans ces lieux. Les mots choisis qui accompagnent les photographies dans cet album, puisqu'il s'agit aussi d'un album amicorum, d'un livre d'amis, ces mots choisis ont la même tonalité que les remerciements adressés par l'auteur des Contemplations dans le livre 5 à ceux qui lui témoignent affection et solidarité dans l'épreuve. L'interlocution elle-même dans ce recueil emprunte à l'album son dispositif et sa pragmatique. Dédicace, chose vue puis commentée, évocation des morts, agencement des souvenirs, tension entre l'offrande du livre à une unique destinataire, Léopoldine, la fille morte quelques années plus tôt, en 1843, et son exposition à tout vent. L'album des Contemplations est un dispositif réparateur. La réunion volontaire de ces pages menacées de dispersion aide à retrouver l'enfance, à sentir près de soi les amis éloignés, à entrer en contact avec ces morts via la contemplation de leurs photographies, réelles ou imaginaires. L'album offre aussi au lecteur un modèle éthique. Se tenir droit devant l'objectif et devant l'adversité, réunir les siens, ne pas oublier les belles choses, pratiquer la conversation, cultiver l'amitié,
savoir reconnaître ce que l'on doit aux autres, et de cette reconnaissance, faire une œuvre. Bien, je vous remercie d'être tous là et de m'écouter. Je ne sais pas comment enchaîner après Florence, il y a une si belle conclusion. Nous avons tellement fait corps que Diane souvent nous appelle par le prénom de l'une ou de l'autre. Nous aurions dû inventer un prénom commun. Oui, absolument, mais c'est pas grave, je trouve ça très joli. Je fais ça avec mes enfants aussi. Je n'en ai aucun doute. Mais je me dis qu'on aurait dû inventer presque un prénom commun parce que nous avons vraiment fait corps. Je vais vous... Pardon Hélène, je profite de cette interruption pour te passer un message du fond, si on peut parler un peu plus fort. Un peu plus fort. Voilà, merci. J'ai l'impression... Est-ce que peut-être plus près du micro aussi? C'est mieux? Très bien. Sinon, vous faites comme ça des signes. Je vais vous montrer. Je vais vous parler des images. Dans cet ouvrage, on a réuni 8 décennies d'images, donc plus de 80 ans. Des images qui ont été choisies, comme l'a dit Diane, très justement, à la fois avant que j'arrive, et puis je suis venue un peu bousculer les images, et on les a bousculées aussi avec Florence. Ça a vraiment été un travail collectif très fort. Et ce sont des images qui, quand on parcourt le livre, si vous avez déjà eu la chance de le feuilleter, de le regarder, ou si vous allez le découvrir un petit peu plus tard, sont étonnantes de par leur diversité, de leur richesse et aussi de ce qui est vraiment une grande fierté pour cet ouvrage, en tout cas pour moi, historienne de la photographie, de la qualité de reproduction de ces images. Car ce que vous voyez dans cet ouvrage, ce sont des procédés qui sont d'une richesse folle, multiple. Cette image qui est sur du métal, comment reproduire du métal alors qu'on est en train de regarder un livre sur papier, c'est d'une difficulté sans nom, on n'a absolument aucune conscience quand on ouvre un livre comme ceci. Et je tiens à préciser qu'en plus cette image, j'ouvre le bal de ces images avec celle-ci, car l'année prochaine nous ouvrons le bicentenaire de la photographie. Cette image a 200 ans, elle est faite par un Français qui est Nicéphore Niepce, donc c'est une image que vous allez retrouver très régulièrement. Et souvent cette image n'est pas reproduite de cette façon, elle est reproduite dans une reproduction qui a été complètement retravaillée, remanipulée, retouchée, et ici on revient un peu à l'origine de l'image, et même à l'origine de ce qu'a été vraiment la photographie du 19e siècle. Alors c'est une image que presque personne n'a vue au 19e siècle, on la découvre plutôt au milieu du 20e. Auparavant elle a été cachée, dissimulée, transformée, on a même mis Scotland Yard sur le coup pour la retrouver. Nous l'avons ici dans l'ouvrage, vous l'aurez facilement dans votre bibliothèque à la fin, mais c'est une image qui est difficile à percevoir en vrai et qui s'offre ici en face de Victor Hugo. Dans le livre, on a choisi des procédés extrêmement différents et c'est aussi cette richesse qu'on voulait absolument dévoiler. Au 19e siècle, il faut imaginer que tout passe, à peu près 80% des procédés passent par du négatif. Nous, on n'a plus du tout l'habitude de ces négatifs. Nous, on prend je vais faire une généralité bien sûr, on prend beaucoup d'images avec notre appareil photographique, des images qui sont directement positives sur nos écrans. On n'a plus du tout l'idée, l'habitude des images négatives, sauf certains d'entre nous qui ont fait de la photographie, qui en font encore ou qui ont eu un laboratoire. Mais ce sont des images qui sont souvent peu lisibles, mais qu'au 19e, on trouvait extrêmement belles. Et Talbot appelait ça d'ailleurs des calotypes. Et kalos, ça vient du grec beau, et c'était la belle image. Et il y avait vraiment cette idée de montrer autrement, de découvrir aussi les choses autrement. On a aussi complètement inversé, non pas les positifs et les négatifs, mais les usages. Parce qu'au 19e siècle, on a des photographies qui ont certains usages. Ici, scientifiques. Parfois juste d'expérimentation, parfois des portraits, parfois des paysages, parfois médical, parfois judiciaire. Et en fait, le livre ici va complètement remettre tout à un certain niveau qui est finalement l'ouverture vers une autre lecture du poème, un complément, une évocation. Et en fait, c'est presque une relecture du XXIe siècle qui re-regarde le XIXe. Pardon. Ce sont aussi des images qu'on a peu l'habitude de voir de certains auteurs. Les auteurs sont à la fois très connus et peu connus. Hippolyte Bayard, peut-être vous ne le connaissez point, et pourtant ça a été un des pionniers de la photographie. C'est un de ceux qui ont inventé un des tout premiers procédés.
un des, d'ailleurs, déchus de la photographie, car il s'était présenté devant François Arago qui venait d'offrir une rente à Daguerre. Et Arago, par cette rente, nous a permis d'avoir le premier brevet photographique. Donc nous, tous les Français, on pouvait ouvrir un studio et faire du daguerreotype. Et Bayard, enchanté, est allé voir Arago avec son procédé à lui. Et Arago lui a dit « Merveilleux, mais nous avons déjà donné tout notre argent à Daguerre, ce ne sera pas possible. » Et très déçu, il se représentera, il fera une des premières fictions photographiques et il s'amusera à beaucoup photographier, notamment des statuettes blanches. Et beaucoup de sujets, je rebondis là-dessus, car de nombreux sujets dans ce que vous voyez dans les images sont choisis parce qu'on a des difficultés techniques. Et on va réussir, malgré les difficultés techniques, à rendre une poésie folle dans ces objets. Ici, pourquoi une statuette? Parce que c'est blanc, donc ça reflète la lumière, un temps de pose très long, donc une meilleure perception de l'objet. Et tout d'un coup, vous avez l'évocation d'un baiser qu'on n'aurait jamais pu capter directement dans une rue à la volée. Impossible. Et une autre image de Bayard, très peu connue, rare, et je dois vous avouer que j'ai quand même une grande spécialisation dans le 19e siècle. Je pensais que peu de choses m'échappaient, et quand j'ai vu la première sélection, j'ai découvert qu'il m'en restait encore beaucoup à découvrir. Et notamment cette image qui est un cyanotype, une image qui est... je suis ravie qu'il y ait des cyanotypes parce que ce sont des images qu'on refait aujourd'hui, qui reviennent à la mode, que vous pouvez faire avec des enfants. Ça occupe tout un après-midi, vraiment j'insiste là-dessus parce que ça vous sauve tout un week-end. Pas de pluie, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de la pluie, mais vraiment le mois de juin c'est génial. Et des cyanotypes qui sont incroyables et on voit à quel point aussi chaque procédé a son impact visuel. Ici, regardez la plume en bas et vous voyez toute la densité de la plume. C'est pas seulement la silhouette, ni l'empreinte, ni on pourrait penser une ombre, pas du tout. C'est même la densité de l'objet qui vient s'inscrire dans le cyanotype. Alors cyanotype, ça vient de cyan, qui vient de la couleur bleue, bleu de Prusse. Et en fait, ce sont des sels de fer qui remplacent les sels d'argent. Et les sels de fer, au contact de la lumière UV et de la chaleur, se transforment en bleu. C'est incroyablement magique. Et vous faites ça avec du papier juste canson. Vous n'avez même pas besoin de papier photographique pour faire ça. C'est absolument... merveilleux. Et si vous voyez les petites traces jaunes, ce sont juste en fait la chimie il a mal mise, la chimie en fait elle s'est moins bien installée, donc ça fait ces traces là qui vont être aussi des échecs merveilleux, des erreurs qui vont donner encore plus de poésie à certaines images. D'autres sont beaucoup plus composées, travaillées, réfléchies, et on voit à quel point au 19e siècle, ceux qui pratiquent la photographie, pas ceux qui ont des studios, qui font des portraits, mais ceux qui font vraiment de la photographie chez eux, qui vont y mettre les moyens et qu'on va peut-être appeler des amateurs érudits, des connoisseurs, sont des gens qui ont une forte culture artistique. Ce sont des gens qui vont voir de la peinture, voire qui sont peintres par ailleurs, qui ont un cercle artistique, qui sont vraiment à même de composer une image. Et quand ils posent leur cadre, nous on oublie une chose, parce que nous on prend notre téléphone et on voit nos images. Eux, ils savent déjà qu'est-ce qui va être dans le cadre à la fin. Ils vont pas rebouger, ils vont pas rechanger, ils vont pas enlever des choses forcément du cadre. Ils ont déjà tout dans le cadre, ils savent. Et ils savent une autre chose aussi, c'est que la photographie en couleur n'existe pas au 19e. Alors le cyanotype, c'est un changement chimique, mais c'est impossible. Et donc on va avoir des images que souvent on appelle noir et blanc, mais qui sont en fait plutôt des images qu'on appellerait monochromes, c'est-à-dire d'une seule couleur. Alors noir et blanc tel que nous on le connaît, qu'on le pratique, n'existe pas parce que c'est un papier très particulier qui va plutôt apparaître à la toute fin 19e, début 20e, et qui nous donne des blancs très profonds, des noirs très profonds. Et au 19e, on n'a pas ça. Donc on a des papiers qui vont donner des colorations très différentes, et souvent on ajoute un virage. Ce qu'on appelle un virage, c'est donc comme des pigments un peu colorés, je vous fais ça un peu schématiquement, mais vous lirez le glossaire technique, hein, donc c'est incollable à la fin, et qui arrive et qui colore l'image. Et donc on a des couleurs souvent qui vont aller vers le marron, vers le doré, des fois vers le rouge, et on a des colorations vraiment très 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 étonnantes au 19e et très variées. Et donc là vous voyez cet regard qui va se creuser dans l'image, très sinueux, et complètement une reprise de ce qu'on peut faire en peinture par ailleurs.
D'autres travaillent exactement cette transposition des couleurs en noir et blanc et ont exactement l'idée de ce que ça va donner en contraste. Et dans l'introduction, je fais tout un passage sur l'impossibilité de capter des nuages au XIXe siècle. On a beaucoup de mal à avoir une couleur bleue qui s'imprime à la même vitesse que les autres couleurs, donc il faut des temps d'exposition différents. C'est impossible à l'époque. Donc, par exemple, ici, Roger Fenton, qui est un des plus grands photographes du tout début de la photographie britannique, qui est engagé par la famille royale. D'ailleurs, vous voyez, portrait de la famille royale, vous n'êtes pas capable de les reconnaître. Hein. C'est pas ça qui compte. Mais ce qui va compter, c'est qu'il voit au loin ce chemin qui va se finir dans un ciel qu'il sait déjà être blanc, alors qu'on est en Grande-Bretagne et qu'il y a sûrement des nuages. Et donc, il vous fait une image complètement qui part vers le céleste et qui va devenir autre chose qu'un simple paysage. Et puis certains, j'avance un peu dans le temps, je vous ai fait quelque chose d'un peu chronologique sur le paysage, vont aller presque jusqu'à des images à la limite de l'abstraction. Ici aussi un Britannique qui s'appelle Peter Henry Emerson, qui est quelqu'un d'une virtuosité en termes vraiment de tirage, c'est un des plus grands tireurs du 19e siècle, et qui, on le sait peu, mais a inspiré toute la photographie des années 20 à j'ai envie de dire 50 américaines. C'est vraiment la grande référence pour les photographes américains. Mais on l'écarte parce qu'il est un peu capricieux et quand vous le lisez, vous avez l'impression que le photographe est odieux. Sûrement, mais les images sont incroyables et elles ont un impact fou. Donc, on écarte l'homme et on garde les images. Et ici, Emerson, il nous fait vraiment une poésie qui serait presque à la limite de l'écriture poétique. Et tu disais souvent que Victor Hugo écrivait comme de la photographie. On a l'impression qu'ici, on écrit ça comme quelques lignes de poème. Et puis d'autres images tout à fait inattendues et inespérées, si j'ai envie de dire, si j'ose dire, des images qu'on ne montre pas au 19e mais que nous pouvons regarder aujourd'hui sans avoir d'a priori, sans y mettre une caution morale. Montrer ses chevilles au 19e siècle, c'est être une prostituée. Jamais une image comme ça ne pourrait circuler dans un salon ou autre. Ici, vous avez les jambes de la comtesse de Castiglione, considérée comme une des plus belles femmes du 19e siècle, maîtresse de Napoléon III, qui a permis, entre autres, la réunification de l'Italie. Une femme qui a donné toute sa fortune, sa beauté à la photographie à la fin, puisqu'elle a fini vraiment sans dents, sans cheveux, sans plus rien. Mais vous n'en voyez jamais rien, car la photographie ment et vous montre toujours que tout sous ses beaux atours. Et puis, je voulais vous montrer des images qui sont d'origine scientifique, mais qui finalement, par leur procédé, qui vont... Alors là, on a un daguerreotype, donc c'est aussi du métal. Ça fait seulement 10 ans qu'on arrive à reproduire correctement des daguerreotypes. Hein. J'ai commencé là-dessus, mais vraiment, c'est une difficulté. Et on voit ici à quel point le métal transforme cette question de la Lune. La Lune, on sait la photographier donc, depuis 1840. C'est le tout début de la photographie. Hein. On annonce la photographie en 1839. Et cette Lune, tout d'un coup, devient une sorte d'œil, de regard, d'autre chose. Presque un écho formel à l'image suivante, qui est ici Sea of Steps, la mer de Marche, qui est une image très spirituelle, évocatrice chez Evans, qui va complètement vider les églises, demander à ce qu'on enlève tout, les meubles, tout ce qu'il est possible dans les églises pour prendre des images qui vont refléter une atmosphère. Et s'il y a bien une chose qui est souvent décevante quand on prend de la photographie, c'est de reproduire des atmosphères. Et j'espère qu'en regardant ces images du 19e siècle, vous allez voir à quel point ces photographes qui avaient vraiment la volonté de montrer de la photographie comme un art et qui mettaient vraiment un temps précieux, qui faisait ça en famille, parce que souvent on voit juste un auteur, mais il faut imaginer que des fois il y a une épouse, il y a une fille, il y a un cousin, enfin tu l'as dit, enfin, c'est vraiment quelque chose qui se travaille de façon collective. Ce sont des images qui circulent. Je vous ai montré Evans avec Sea of Steps et Emerson avec ce paysage presque abstrait. Les deux se détestent mais s'échangent des images. Vous avez quand même des dialogues permanents entre tous ces photographes et ils vont tous, là je vais vous montrer vraiment la mer, on va passer je vous ai fait une gradation, et on arrive à des images qui vont d'être absolument à la fois même spectaculaires dans leur prise de vue, car l'instantané n'existe qu'à partir de 1878, on n'a aucun instantané avant, ça n'existe pas, on n'est pas capable. Donc là, vous avez une image qui est prise en l'équivalent de 1, 2, 3 secondes. Et vous voyez, le premier plan, vous avez
cette mer très laiteuse où tout d'un coup vous avez vraiment l'idée d'une vague qui frappe très fort et qui va se jouer sur ce fait qu'on ne peut pas faire d'instantané à ce moment-là, mais Le Gray, qui est aussi virtuose dans sa façon de faire, arrive à retraduire la force de la mer ici. Et c'est une des images qui inaugure l'ouvrage et qui vous emmène dans la photographie du 19e. Je vous remercie. Alors avec Françoise Gillard, sociétaire de la Comédie Française, que je remercie infiniment d'être ma complice encore une fois. Merci Françoise. Nous allons vous lire 18 poèmes des Contemplations que nous avons choisis pour leur variété, puisque toutes les inspirations du recueil y seront, l'inspiration familiale, l'inspiration amoureuse, bucolique, sociale, métaphysique. Je vais à chaque fois présenter le livre, il y a 6 livres, et justifier le choix des poèmes avant que nous les lisions ensemble. Enfin, la plupart d'entre eux seront lus par Françoise, et puis j'en dirai quelques-uns, et il y aura quelques dialogues, puisque beaucoup de poèmes des Contemplations sont des dialogues. Je remercie Caroline, où est-elle Caroline, je la remercie d'avoir travaillé avec nous à ce diaporama, et j'espère que vous trouverez le bon réglage pour entendre le poème en même temps que vous verrez la photo qui est associée dans le livre. C'est pas forcément évident de trouver ce réglage, je pense, lors d'une lecture spectacle, parce que certaines images illustrent la fin du poème, d'autres illustrent complètement le poème avec une adhésion très évidente, et d'autres illustrent une idée cachée dans le poème. Donc ne vous posez pas trop de questions devant l'image. Le premier livre, Aurore, c'est le livre de la jeunesse, puisque les Contemplations sont une sorte d'autobiographie, donc on déroule le temps de la vie de Victor Hugo. Le premier livre, Aurore, est celui de la jeunesse. Il retrace les débuts dans le monde du garçon qu'il était, un garçon à la fois idéaliste et sensuel. Il y évoque ses premiers souvenirs amoureux, ses premiers souvenirs d'études aussi et de collège. Et il y rêve dans la nature. C'est vraiment la découverte aussi de la nature, d'une nature qui, même quand il était enfant, lui évoquait déjà la condition humaine, notre condition mortelle, même quand il était jeune. Il y évoque aussi son accession à l'âge d'homme, avec ses fiertés de père, de pédagogue et d'auteur. Nous avons choisi avec Françoise 4 poèmes. Le premier, Mes 2 filles, nous l'avons choisi parce que c'est apparemment un tableau de genre, de jeunes filles au jardin, qui peut, à première lecture, paraître mièvre, mais qui ne l'est pas du tout quand on s'imagine que ce poème n'a pas pu être écrit à la date qui est inscrite dessus. Hugo, bien souvent dans les Contemplations, modifie la date d'écriture et en met une autre de composition qui est en réalité fictive. Et en réalité, le poème a été écrit lorsque Léopoldine est morte. Or, ces 2 filles, Léopoldine et Adèle, sont le sujet du poème. Donc, j'aime à penser que ce poème est une ekphrasis, c'est-à-dire une description par la littérature d'une œuvre d'art qui serait une photographie, en l'occurrence imaginaire. Et que ces 2 filles au jardin, eh bien, c'est le portrait de ces 2 filles à Jersey, qui est absolument impossible puisque Léopoldine est morte déjà depuis 10 ans, elle est morte en 1843. Ce qui plaide en faveur de cette interprétation, me semble-t-il, elle est toute personnelle et on peut ne pas la partager, c'est qu'il n'y a pas de couleur dans cette scène au jardin, qui pourrait être très fleurie et donc très colorée, que ce poème est composé d'une seule phrase, comme un cliché, que tout ce qui doit y bouger est ici arrêté, d'où le tremblé de l'image, de tout ce qui y bouge, et que le lecteur reçoit un appel à la contemplation, comme on commenterait une photo, dont la valeur spectrale tient à la mort de l'un des 2 modèles au moment où le poème est écrit. Le deuxième poème qu'on a choisi, c'est La Coccinelle, qui correspond aux premiers émois amoureux. La parole dans ce poème est donnée à la jeune fille, pour commencer, et à la coccinelle,
pour finir. De sorte que dans ce poème qui parle des premiers émois amoureux d'un homme, c'est la femme et la bête qui ont la supériorité sur l'homme. Le troisième, elle était déchaussée, elle était décoiffée, c'est une idylle, à la manière de Théocrite ou de Virgile, les grands poètes latins que Hugo avait étudiés et qui l'inspirent énormément. Mais il a cette particularité, c'est pour ça que nous l'avons choisi, de décrire dans le genre de l'idylle une scène de séduction qui est complètement réciproque, où la dialectique du pouvoir dans les rapports amoureux, de l'homme sur la femme ou de la femme sur l'homme, cède la place à l'amour libre. Le quatrième et dernier poème que nous avons choisi, qui s'intitule « Unité », donne la parole à la fleur, parce que Hugo, dans cette poésie lyrique où il dit beaucoup « je », donne aussi l'occasion à l'inanimé de dire « je ». Et le poème nous a plu aussi parce que vous allez voir qu'il traite du rapport entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui est à la fois un intérêt commun des poètes et des photographes. Alors je commence par mes deux filles. Dans le frais clair obscur du soir charmant qui tombe, l'une pareille au cygne et l'autre à la colombe, belles et toutes deux joyeuses, ô douceur. Voyez, la grande sœur et la petite sœur sont assises au seuil du jardin, et sur elles, un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles dans une urne de marbre agitée par le vent, se penche et les regarde, immobile et vivant, et frissonne dans l'ombre, et semble, au bord du vase, un vol de papillons arrêté dans l'extase. La coccinelle. Elle me dit « Quelque chose me tourmente » et j'aperçus son cou de neige et dessus un petit insecte rose. J'aurais dû, mais ça joue fou. À 16 ans, on est farouche, voir le baiser sur sa bouche plus que l'insecte à son cou. On eût dit un coquillage d'eau rose et taché de noir. Les fauvettes, pour nous voir, se penchaient dans le feuillage. Sa bouche franche était là. Je me courbai sur la belle et je pris la coccinelle, mais le baiser s'envola. « Fils, apprends comme on me nomme, » dit l'insecte du ciel bleu. « Les bêtes sont au beau Dieu, mais la bêtise est à l'homme. » Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les joues penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée et je lui dis « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons et je lui dis « Veux-tu ? C'est le mois où l'on aime. Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?» Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive. Elle me regarda pour la seconde fois et la belle folâtre alors devint pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage. Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. Unité. Par-dessus l'horizon, aux collines brunies, le soleil, cette fleur des splendeurs infinies, se penchait sur la terre à l'heure du couchant. Une humble marguerite, éclose au bord d'un champ, sur un myrte gris, croulant parmi l'avoine folle, blanche épanouissait sa candide auréole. Et la petite fleur, par-dessus le vieux mur, regardait fixement dans l'éternel azur le grand astre épanchant sa lumière immortelle. « Et moi, j'ai des rayons aussi ?» lui disait-elle. Le deuxième livre, L'âme en fleurs, c'est le livre des amours. C'est celui des promenades dans la nature.
la nature à Fontainebleau, la nature dans la vallée de la Bièvre, où il a vécu de grands moments avec Juliette Drouet, donc sa compagne. Juliette Drouet, qu'il ne peut évidemment pas nommer, qui n'est jamais nommée, ni dans les Contemplations, ni dans toute l'œuvre de Victor Hugo, mais qui est vraiment l'inspiratrice, particulièrement de ce deuxième livre et de bien d'autres poèmes lyriques. L'être aimé, dans ce deuxième livre, est présent évidemment par la thématique amoureuse, mais il est présent aussi par l'interlocution lyrique, par le fait qu'il est très souvent interpellé et que parfois la parole lui est donnée. Nous avons choisi 4 poèmes. Le premier, Le Rouet d'Omphale, est un poème très atypique. Il n'y en a qu'un de ce genre dans le recueil. Il est très mystérieux, aussi assez difficile à comprendre. Et pour le comprendre, il faut quand même un petit peu savoir qui est Omphale. Omphale, c'est dans la mythologie une reine de Lydie qui a capturé Hercule et qui l'a réduite en esclavage. Pour elle, il a accompli des travaux qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on connaît d'habitude, les 12 travaux qu'il a accomplis pour son cousin et ennemi Eurysthée en expiation du meurtre de sa femme et de ses fils. Dans ce poème assez bizarre, on a 2 objets, un qui est tout typiquement féminin, le rouet, et puis ce rouet il est sur une plinthe, sur un bas-relief. Sur ce bas-relief, il y a Hercule vaincu. Et donc c'est un poème qui est vraiment intéressant parce que ce héros de la virilité est ici décrit dans sa grandeur d'être vaincu, d'être menacé, d'être humilié, d'être en danger. Le deuxième que nous avons choisi s'intitule « L'être ». Et il est construit, me semble-t-il, comme une carte postale, c'est-à-dire en 2 parties avec comme un recto qui serait une photographie de paysage qu'on envoie, vous verrez, il est adressé à la bien-aimée, qui n'est pas là, qui ne voyage pas avec lui. Et ce paysage qui est d'abord décrit, dans un second temps, donc comme au verso, le poète raconte ce qu'il y fait, ce que nous faisons, ou que nous faisions quand nous envoyons, ou quand nous envoyions des cartes postales. Le troisième, tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux, me plaît particulièrement par son lyrisme de l'adresse, un tu, aussi fort que le lyrisme du je. Et c'est un poème qui dit qu'il n'y a pas de je sans tu. Le dernier, Parole dans l'ombre, est un poème que Hugo a écrit après avoir reçu une lettre de Juliette Drouet, et je l'ai découvert ça ici même, dans la bibliothèque, en transcrivant une lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo, et en la transcrivant ici même, je me suis rendu compte qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à un poème de Hugo. J'ai vérifié, le poème avait été écrit le lendemain de la lettre. Et c'est un poème où parle la femme qu'on ne nomme pas, parce que cette femme, c'est la maîtresse. Et c'est vraiment un poème qui dit ce que ressentent les maîtresses dans ce type particulier de relation amoureuse. Le rouet d'Omphale. Il est dans l'atrium, le beau rouet d'ivoire. La roue agile est blanche et la quenouille est noire. La quenouille est d'ébène incrustée de lapis. Il est dans l'atrium sur un riche tapis. Un ouvrier d'Égine a sculpté sur la plainte Europe, dont un dieu n'écoute pas la plainte. Le taureau blanc l'emporte. Europe, sans espoir, crie et baissant les yeux s'épouvante de voir l'océan monstrueux qui baise ses pieds roses. Des aiguilles, du fil, des boîtes demi-closes, les laines de millet, peintes de pourpre et d'or, emplissent un panier près du rouet qui dort. Cependant, odieux, effroyable, énorme, dans le fond du palais, 20 fantômes difformes, 20 monstres, tous sanglants, qu'on ne voit qu'à demi, errent en foule autour du rouet endormi. Le lion néméen, l'hydre affreuse de Lerne, Cacus, le noir brigand de la noire caverne, le triple gérillon et les typhons des eaux qui le soir à grand bruit soufflent dans les roseaux, de la massue au front tous ont l'empreinte horrible, et tous, sans approcher, rôdant d'un air terrible,
Sur le rouet où pente un fil souple et lié, fixe de loin dans l'ombre un œil humilié. Lettres. Tu vois cela d'ici, des ocres et des craies, plaines où les sillons croisent leurs mille raies, chaumes à fleurs de terre et que masque un buisson, quelques meules de foin debout sur le gazon, de vieux toits enfumant le paysage bistre, un fleuve qui n'est pas le Gange ou le Caïstre, pauvre cours d'eau normand troublé de sel marin, à droite vers le nord de bizarres terrains, plein d'angles qu'on dirait façonnés à la pelle. Voilà les premiers plans. Une ancienne chapelle y mêle son aiguille et range à ses côtés quelques ormes tortus aux profils irrités, qui semblent fatigués du zéphyr qui s'en joue, faire une remontrance au vent qui les secoue. Une grosse charrette au coin de ma maison se rouille, et devant moi j'ai le vaste horizon, dont la mer bleue emplit toutes les échancrures. Des poules et des coqs, étalant leurs dorures, causent sous ma fenêtre, et les greniers des toits me jettent par instants des chansons en patois. Dans mon allée habite un cordier patriarche, vieux qui fait bruyamment tourner sa roue et marche à reculons son chanvre autour des reins tordus. J'aime ces flots où court le grand vent éperdu. Les champs à promener tout le jour me convient. Les petits villageois, leur livre en main, m'envient chez le maître d'école où je me suis logée comme un grand écolier abusant d'un congé. Le ciel rit, l'air est pur. Tout le jour, chez mon hôte, c'est un doux bruit d'enfant épelant à voix haute. L'eau coule, un verdier passe, et moi je dis merci. Merci, Dieu Tout-Puissant. Ainsi je vis. Ainsi paisible, heure par heure, à petit bruit, j'épanche mes jours tout en songeant à vous, ma beauté blanche. J'écoute les enfants jaser et par moments, je vois en pleine mer passer superbement au-dessus des pigeons du tranquille village quelques navires ailés qui fait un long voyage et fuit sur l'océan par tous les vents traqués qui naguère dormaient au port le long du quai et que n'ont retenu, loin des vagues jalouses, ni les pleurs des parents, ni l'effroi des épouses, ni le sombre reflet des écueils dans les eaux, ni l'importunité des sinistres oiseaux. Tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux. Comme le soleil fait serein ou pluvieux, l'azur dont il est l'âme et que sa clarté dore, tu peux m'emplir de brume ou m'inonder d'aurore. Du haut de ta splendeur, si pure qu'en ses plis, tu sembles une femme enfermée en un lys. Et qu'à d'autres moments, l'œil qu'éblouit ton âme croit voir en te voyant un lys dans une femme. Si tu m'as souri, Dieu, tout mon être bondit. Si madame, au milieu de tous, vous m'avez dit à haute voix « Bonjour monsieur », eh ben, je t'aime. Si tu m'as caressé de ton regard suprême, je vis, je suis léger, je suis fier, je suis grand. Ta prunelle m'éclaire en me transfigurant. J'ai le reflet charmant des yeux dont tu m'accueilles, comme on sent dans un bois des ailes sous les feuilles. On sent de la gaieté sous chacun de mes mots. Je cours, je vais, je ris. Plus d'ennui, plus de mots. Et je chante, et voilà sur mon front la jeunesse. Mais que ton cœur injuste un jour me méconnaisse, qu'il me faille porter en moi jusqu'à demain l'énigme de ta main retirée à ma main. Qu'ai-je fait? Qu'avait-elle? Elle avait quelque chose. Pourquoi dans la rumeur du salon où l'on cause, personne n'entendant me disait-elle « vous » ? Si je ne sais que le froid dans ton regard si doux a passé comme passe au ciel une nuée, je sens mon âme en moi toute diminuée. Je m'en vais courbée, là, sombre comme un aïeul. Il semble que sur moi, secouant son linceul, se soit soudain penché le noir vieillard décembre, comme un loup dans son trou. Je rentre dans ma chambre. Le chagrin,
Âge et deuil, hélas, ont le même air, assombrit chaque trait de mon visage amer, et m'y creuse une ride avec sa main pesante. Joyeux, j'ai 25 ans. Triste, j'en ai 60. Parole dans l'ombre. Elle lui disait, c'est vrai, j'ai tort de vouloir mieux. Les heures sont ainsi très doucement passées. Vous êtes là, mes yeux ne quittent pas vos yeux, où je regarde aller et venir vos pensées. Pouvoir est un bonheur, je ne l'ai pas complet. Sans doute c'est encore bien charmant de la sorte. Je veille car je sais tout ce qui vous déplaît, à ce que nul fâcheux ne vienne ouvrir la porte. Je me fais bien petite, en mon coin près de vous. Vous êtes mon lion, je suis votre colombe. J'entends de vos papiers le bruit paisible et doux, je ramasse parfois votre plume qui tombe. Sans doute je vous ai, sans doute je vous vois. La pensée est un vin dont les rêveurs sont ivres. Je le sais, mais pourtant je veux qu'on songe à moi. Quand vous êtes ainsi, tout un soir dans vos livres, sans relever la tête et sans me dire un mot, une ombre reste au fond de mon cœur qui vous aime, et que pour que je vous voie entièrement, il faut me regarder un peu, de temps en temps, vous-même. C'est l'humanité qu'évoque le 3e livre, Les luttes et les rêves. Hugo y dénonce la misère moderne, proteste contre les persécutions infligées aux justes, la criminalisation des amours libres, la culpabilisation des femmes, la peine de mort. C'est un livre où abondent les références chrétiennes, car le poète interprète des messages de la nature, témoigne, se révolte, décrit le châtiment des réprouvés, comprend philosophiquement le mal comme une épreuve. Comprendre n'apaise pas, néanmoins. Et le poète, éveillé, aura recours, éveillé dans tous les sens du terme, y compris ses traductions, aura recours à la contemplation, qui ne se restreint plus à l'étude de la nature sous son aspect physique et humain, à la lumière des sciences et de la foi, mais demande une ascèse, l'accueil du rêve et l'oubli de soi. Nous avons choisi 3 poèmes qui décrivent cet engagement politique donc de Hugo. Le premier, Chose vue, un jour de printemps, relève de ce genre de la chose vue. Hugo avait un carnet sur lequel il notait des choses qu'il voyait, qui bien souvent sont des choses politiques ou sociales. Ici, c'est de la faim qu'il est question, la faim dont la société est responsable, puisque Hugo considère la misère comme un scandale politique et social, et il en a même fait 2 discours qu'il a eu l'occasion de prononcer à la Chambre en 1849, qui lui valut les huées de la droite réactionnaire, et il en prépara un autre qu'il n'a pas eu la possibilité de prononcer, mais qu'il a écrit après avoir visité les caves de Lille, c'est-à-dire les caves habitées par des ouvriers du textile dans une promiscuité épouvantable et dans des conditions d'hygiène déplorables. Et ce discours qu'il avait préparé au retour de cette visite, qu'il n'a pas pu prononcer, il le mettra dans la bouche d'un de ses personnages, Gwynplaine, dans L'homme qui rit, qui a l'occasion, une fois devenu lord, de le prononcer à la Chambre. Le deuxième poème, Intérieur, est un dialogue, c'est une dispute. Et là, la dispute à elle seule permet de comprendre que les vices que se reprochent mutuellement l'époux et la femme dans ce ménage ouvrier, ces vices ont en partie pour explication, pour cause, la misère dans laquelle ils vivent. Le troisième, La nature, c'est son titre, est un dialogue intégral entre un homme et un arbre, et vous comprendrez aisément, je ne vous dévoile pas sa fin pour ne pas vous ruiner la pointe, quelle cause Hugo défend dans ce poème. Chose vue un jour de printemps. Entendant des sanglots, je poussai cette porte. Les 4 enfants pleuraient et la mère était morte.
Tout dans ce lieu lugubre effrayait le regard. Sur le grabat gisait le cadavre hagard, c'était déjà la tombe et déjà le fantôme. Pas de feu, le plafond laissait passer le chaume, les 4 enfants songeaient comme 4 vieillards. On voyait comme une aube à travers des brouillards, aux lèvres de la morte un sinistre sourire, et l'aîné, qui n'avait que 6 ans, semblait dire « Regardez donc cette ombre où le sort nous a mis ». Un crime en cette chambre avait été commis. Ce crime, le voici. Sous le ciel qui rayonne, une femme est candide, intelligente, bonne. Dieu qui la suit d'en haut d'un regard attendri, la fit pour être heureuse. Humble, elle a pour mari un ouvrier, tous deux sans aigreur, sans envie, tirent d'un pas égal le licou de la vie. Le choléra lui prend son mari, la voilà veuve avec la misère et 4 enfants qu'elle a. Alors, elle se met au labeur comme un homme. Elle est active, propre, attentive, économe. Pas de drap à son lit, pas d'âtre à son foyer. Elle ne se plaint pas, sert qui veut l'employer. Ravaude de vieux bas, fait des nattes de paille, tricote, file, coud, passe les nuits, travaille pour nourrir ses enfants. Elle est honnête enfin. Un jour, on va chez elle, elle est morte de faim. Oui, les buissons étaient remplis de rouge-gorge. Les lourds marteaux sonnaient dans la lueur des forges. Les masques abondaient dans les balles et partout les baisers soulevaient la dentelle du loup. Tout vivait. Les marchands comptaient de grosses sommes. On entendait rouler les chars, rire les hommes. Les wagons ébranlaient les plaines. Le steamer secouait son panache au-dessus de la mer. Et dans cette rumeur de joie et de lumière, cette femme étant seule au fond de sa chaumière, la faim, goule effarée aux hurlements plaintifs, maigre et féroce, était entrée à pas furtifs, sans bruit, et l'avait prise à la gorge et tuée. La faim, c'est le regard de la prostituée, c'est le bâton ferré au bandit, c'est la main du pâle enfant volant un pain sur le chemin. C'est la fièvre du pauvre oublié, c'est le râle du grabat naufragé dans l'ombre sépulcrale. Ô Dieu, la sève abonde et dans ses flancs troublés, la terre est pleine d'herbes et de fruits et de blé. Dès que l'arbre a fini, le sillon recommence. Et pendant que tout vit, ô Dieu, dans ta clémence, que la mouche connaît la feuille du sureau, pendant que l'étang donne à boire aux passereaux, pendant que le tombeau nourrit les vautours chauves, pendant que la nature en ses profondeurs fauves fait manger le chacal, l'once et le basilic, l'homme expire. Oh, la faim, c'est le crime public, c'est l'immense assassin qui sort de nos ténèbres. Dieu, pourquoi l'orphelin dans ses langes funèbres dit-il « J'ai faim » ? L'enfant n'est-ce pas un oiseau? Pourquoi le nid a-t-il ce qui manque au berceau? Intérieur. La querelle irritée, amère à l'œil ardent, vipère dont la haine empoisonne la dent, siffle et trouble le toit d'une pauvre demeure. Les mots heurtent les mots, l'enfant s'effraie et pleure. La femme et le mari laissent l'enfant crier. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Au mauvais ouvrier. Il vit dans la débauche et mourra sur la paille. Femme vaine et sans cœur qui jamais ne travaille. Tu sors du cabaret. Quel amant est venu? L'enfant pleure, l'enfant a faim, l'enfant est nu, pas de pain. Elle a peur de salir ses mains blanches. Où cours-tu tous les jours? Et toi tous les dimanches? Va boire. Va danser. Il n'a ni feu ni lieu. Ta fille seulement ne sait pas prier Dieu. Ta mère, bandit, c'est toi qui l'as tuée. Paix. Silence, assassin. Tais-toi, prostituée. Un beau soleil, couchant, empourprant le taudis, embrassait la fenêtre et le plafond. Tandis que ce couple hideux que rend 2 fois infâme la misère du cœur et la laideur de l'âme, étalait son ulcère et ses difformités, sans honte et sans pudeur, montrait ses nudités. Et leurs vitres, où pendait un vieux haillon de toile, était, grâce au soleil, une éclatante étoile, qui dans ce même instant, vive et pure lueur, éblouissait au loin quelques passants rêveurs. La nature. La terre est de granit, les ruisseaux sont de marbre, c'est l'hiver.
nous avons bien froid. Veux-tu, bon arbre, être dans mon foyer la bûche de Noël? Bois, je viens de la terre et feu, je monte au ciel. Frappe, bon bûcheron. Père, aïeul, homme, femme, chauffez au feu vos mains et chauffez à Dieu votre âme. Aimez, vivez. Veux-tu, bon arbre, être timon de charrue? Oui, je veux creuser le noir limon et tirer l'épi d'or de la terre profonde. Quand le soc a passé, la plaine devient blonde. La paix aux 12 yeux sort du sillon entr'ouvert et l'aube en pleurs sourit. Veux-tu, bel arbre vert, arbre du hallier sombre où le chevreuil s'échappe, de la maison de l'homme être le pilier? Frappe. Je puis porter les toits, ayant porté les nids. Ta demeure est sacrée, l'homme, homme, et je la bénis. Là, dans l'ombre et l'amour pensif, tu te recueilles, et le bruit des enfants ressemble au bruit des feuilles. Veux-tu, dis-moi, bon arbre, être mât de vaisseau? Frappe, bon charpentier. Je veux bien être oiseau. Le navire est pour moi dans l'immense mystère. Ce qu'est pour vous la tombe, il m'arrache à la terre. Et frissonnant m'emporte à travers l'infini. J'irai voir ces grands cieux d'où l'hiver est banni. Et dont plus d'un essaim me parle à son passage. Pas plus que le tombeau n'épouvante le sage, le profond océan d'obscurité vêtu ne m'épouvante point. Oui, frappe. Arbre, veux-tu être gibet? Silence, homme, va-t'en cogner. J'appartiens à la vie indignée. Va-t'en, bourreau, va-t'en, juge, fuyez, démon. Je suis l'arbre des bois, je suis l'arbre des monts. Je porte les fruits mûrs, j'abrite les pervenches. Laissez-moi ma racine et laissez-moi mes branches. Arrière, homme tué, ouvrier du trépas, soyez sanglant, mauvais, dur, mais ne venez pas traînant des cordes et des chaînes, vous cherchez un complice au milieu des grands chênes. Ne faites pas servir à vos crimes vivants l'arbre mystérieux à qui parlent les vents. Vos lois portent la nuit sur leurs ailes funèbres. Je suis fils du soleil, soyez fils des ténèbres. Allez-vous-en, laissez l'arbre dans ses déserts. À vos plaisirs, aux jeux, aux festins, aux concerts, accouplez l'échafaud et le supplice. Faites, soit, vivez et tuez. Tuez entre deux fêtes le malheureux chargé de fautes et de maux. Moi, je ne mêle pas de spectre à mes rameaux. Le 4e livre du recueil, c'est le plus connu. Paukameae, c'est le livre du deuil. Il est nettement plus court que les autres. La parole s'y fait aussi plus rare, comme l'indique son titre latin, Paukameae, c'est-à-dire peu de mots pour la mienne, pour ma fille. Ce titre latin est adapté de Virgile et d'ailleurs Hugo utilise assez souvent le latin dans ses titres. Il y a plusieurs poèmes du recueil, par exemple Mogitus Queboum qui est aussi emprunté à Virgile. Le latin réunit ici dans le pronom meae, le père et la fille, dans le même pronom. Et il dit par la nécessité d'utiliser une langue étrangère, elle-même morte, la résistance à parler du traumatisme. Nous avons retenu 4 poèmes. Le premier, « Oh, je fus comme fou dans le premier moment », nous a intéressés parce qu'il fait surgir un fantôme et qu'il illustre bien la proximité entre la poésie et la photographie dans cette manière spectrale de faire revenir le mort. Il illustre aussi cette valeur de la poésie de Hugo de s'adresser à tous pour un partage de l'expérience lyrique, c'est-à-dire que vous verrez dans ce poème, ceux qui ont connu le même deuil sans nom, de perdre son enfant que Hugo, sont conviés aussi, eux aussi en quelque sorte à être les auteurs du poème. Le deuxième, elle avait pris ce pli dans son âge enfantin, plus particulièrement parce qu'il dit la dépendance affective, non pas de l'enfant à l'égard de son parent, mais du parent à l'égard de son enfant. Le troisième, On vit, on parle, a été écrit en revenant du cimetière où a été enterrée la fille de Juliette Drouet, Claire,
Pradier, qui était la fille du grand sculpteur James Pradier. Elle est morte 3 ans après Léopoldine, au même âge, 19 ans. Et c'est après la mort de Claire que Hugo a pu commencer à faire son deuil de Léopoldine, à cause de l'expérience partagée de ce deuil avec non pas seulement sa femme, mais aussi sa compagne. Et ce qui est absolument remarquable, me semble-t-il, c'est que Claire ait sa place dans Pao Kamehae, qui est un livre dédié à Léopoldine, et que Madame Hugo ait accepté que Claire ait sa place à côté de Léopoldine. Même si Claire n'est pas nommée, mais là, on touche à une des grandeurs de Madame Hugo, qui était d'avoir finalement accepté Juliette, au point de demander à ses fils de ne jamais abandonner l'autre femme, parce que, disait-elle, elle a sa place, elle a droit à sa part de bonheur dans les idées larges qui sont les nôtres. Le dernier, c'est Demain dès l'aube, dont je ne dirai rien, puisque vous le connaissez. Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurai 3 jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance, père, mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé? Je voulais me briser le front sur le pavé. Puis je me révoltais, et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas, et je m'écriais « non ». Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur, le désespoir se lève? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'est impossible enfin qu'elle fût morte et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit « Silence, elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. » Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait, puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant parmi les manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver, radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire, mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu, j'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. On vit, on parle, on a le ciel et les nuages sur la tête. On se plaît aux livres des vieux sages, on lit Virgile et Dante, on va joyeusement en voiture publique à quelque endroit charmant, en riant aux éclats de l'auberge et du gîte, le regard d'une femme en passant vous agite, on aime, on est aimé, bonheur qui manque au roi. On écoute le chant des oiseaux dans les bois, le matin on s'éveille et toute une famille vous embrasse, une mère, une sœur, une fille. On déjeune en lisant son journal, tout le jour on mêle à sa pensée espoir, travail, amour. La vie arrive avec ses passions troublées, on jette sa parole aux sombres assemblées. Devant le but qu'on veut et le sort qui vous prend, on se sent faible et fort, on est petit et grand. On est flot dans la foule, âme dans la tempête, tout vient et passe. On est en deuil, on est en fête. On arrive, on recule, on lutte avec effort. Puis
le vaste et profond silence de la mort. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par les montagnes. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Le 5e livre, c'est le livre où, après le deuil, le poète se remet en marche, s'absorbe dans la méditation, nourri du quotidien. Le quotidien des promenades bucoliques, le quotidien du souvenir de l'enfance, la sienne et celle de ses propres enfants. Le quotidien, c'est la solidarité avec les parents en deuil, que l'autre soit l'épouse ou la compagne, mère de l'enfant d'un autre. Dans ce livre, la structure même de l'allocution, c'est-à-dire de l'adresse aux proches, est une série d'hommages. Elles mettent en œuvre la pitié dans le partage de la condition humaine, et nombreuses sont les pièces de ce livre qui sont dédiées soit par le titre lui-même, à un tel, ou le sous-titre à ceux qui lui sont restés fidèles, l'ont accompagné ou continuent de lui témoigner depuis la France, amitié ou reconnaissance, par leur courrier, par leurs visites, qui font l'effort de venir jusqu'à lui et de traverser les flots, ou par les dédicaces de leurs œuvres qu'ils lui envoient. Comme dans le livre 2, où l'interlocutrice privilégiée était la bien-aimée, le lecteur, ici, assiste à un théâtre du don, qui est cette fois-ci étendu à toute la sphère amicale et familiale. Le poète prête sa voix aux amis lointains, en les incluant dans la réponse qu'il leur fait aux cadeaux ou aux œuvres ou aux courriers qu'ils lui ont adressés, ou bien il donne corps aux proches en bénissant leur présence à ses côtés, voire en leur donnant la parole. Nous avons retenu 2 poèmes. Il n'y a que 2 poèmes pour ce livre 5 et un seul pour le dernier. Le premier poème, Le Mendiant, je l'ai choisi parce que c'est un poème qui exalte l'éthique du don. Cette éthique du don et du contre-don qui est si prégnante dans le livre 5. Ce mendiant, eh bien, c'est une figure qui est à la fois évidemment une figure religieuse, c'est le représentant de Dieu sur terre, et celui-ci, dans ce poème, s'appelle le pauvre, comme celui du Don Juan de Molière. Et si j'ai choisi un poème sur la mendicité, c'est parce que c'est un poème qui, en creux, est évidemment un éloge de la charité, c'est-à-dire étymologiquement caritas, l'amour de Dieu, que Hugo demande dans plusieurs de ses œuvres ou de ses écrits politiques à ce que la société la transforme, cette charité individuelle pour l'amour de Dieu, en fraternité universelle, collective, pour l'amour de l'humanité. Le deuxième poème que j'ai choisi, Ponto, est dédié à un de ses chiens. Si la bête ne parle pas, dans les contemplations, beaucoup de bêtes sont quand même le truchement par leur langage qu'il faut interpréter, que nous devons interpréter, de la parole de Dieu. Et là, vous verrez que c'est au lecteur de se demander ce que Ponto, le chien, pense de la folie des hommes. Le mendiant. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cogné sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte, que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche au bas de la montée et rêve, attendant solitaire un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant des mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criai « Venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous » Il me dit « Je me nomme le pauvre. » Je lui pris la main. « Entrez, brave homme. » Et je lui fis donner une jatte de lait.
Le vieillard grelottait de froid. Il me parlait et je lui répondais pensif et sans l'entendre. « Vos habits sont mouillés, dis-je. Il faut les étendre devant la cheminée. » Il s'approcha du feu. Son manteau tout mangé des vers et jadis bleus étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de 1000 trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des frondrières, je songeais que cet homme était plein de prières. Et je regardais sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Ponto. Je dis à mon chien noir, viens Ponto, viens-nous-en. Et je vais dans les bois mis comme un paysan. Je vais dans les grands bois lisant dans les vieux livres. L'hiver, quand la ramée est un écrin de givre, ou l'été, quand tout rit, même l'aurore en pleure, quand toute l'herbe n'est qu'un triomphe de fleurs, je prends Froissart, Montluc, Tacite, quelque histoire, et je marche, effaré des crimes de la gloire. Hélas, l'horreur partout, même chez les meilleurs. Toujours l'homme en sa nuit trahi par ses veilleurs. Toutes les grandes mains, hélas, de sang rougi. Alexandre ivre et fou, César perdu d'orgie, et le poing sur Didier, le pied sur Vitiquin, Charlemagne souvent semblable à Charles-Quint. Caton de chair humaine engraissant la murène, Titus crucifiant Jérusalem, Turenne, héros comme Bayard et comme Catina, à Nordlingue, bandit dans le Palatinat, le duel de Jarnac, le duel de Carouge, Louis IX tenaillant les langues d'un fer rouge, Cromwell trompant Milton, Calvin brûlant Servet, que de spectres, ô gloire, autour de ton chevet. Ô triste humanité, je fuis dans la nature. Et pendant que je dis « tout est leurre, imposture », mensonge, iniquité, mal de splendeur vêtu, mon chien Ponto me suit. Le chien, c'est la vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête. Et Ponto me regarde avec son œil honnête. Le dernier livre, Au bord de l'infini, c'est le livre eschatologique, plein de longs poèmes dont nous avons retenu assez peu finalement d'exemplaires à cause de leur longueur d'une part, et puis à cause aussi de ces visions cosmogoniques et métaphysiques un peu sidérantes, tétanisantes. C'est vraiment le livre le plus religieux du recueil, et nous en avons retenu pour terminer un poème qui lui est très court, donc assez peu représentatif du livre 6. Ce livre s'appelle Religio, religion. Il s'agit d'un dialogue qui relie, au sens étymologique de religion, le poète et une partie de lui-même qu'il nomme Hermann. Hugo, dans plusieurs parties de son œuvre, divise sa personnalité en 4 instances: Olympio, la lyre; Hermann, l'amour; Maglia, le rire; et Hiero, le combat. Et il y a un autre poème des Contemplations où il dialogue, lui le poète, avec cette partie de lui-même qu'il appelle Hermann et qui est l'amour. Alors, ce poème, pour terminer, va nous donner une idée de la religion de Hugo, d'une religion dont il n'est pas sûr, puisqu'il dialogue avec lui-même à ce sujet-là, et qui, ce poème, vous verrez, propose une solution poétique et contemplative à la controverse qui oppose 2 façons de concevoir la religion, avec ou sans intermédiaire, transcendante ou immanente. L'ombre venait le soir, tombait, calme et terrible. Hermann me dit: quelle est ta foi? Quelle est ta Bible? Parle. Es-tu ton propre géant? Si tes vers ne sont pas de vains flocons d'écume, si ta strophe n'est pas un tison noir qui fume sur le tas de cendres néants, si tu n'es pas une âme en l'abîme engloutie, quel est donc ton ciboire et ton Eucharistie? Quelle est donc la source où tu bois? Je me taisais. Il dit: songeur qui civilise, pourquoi ne vas-tu pas prier dans les églises? Nous marchions tous 2 dans les bois. Et je lui dis: je prie. Hermann dit: dans quel temple? Quel est le célébrant que ton âme contemple et l'autel qu'elle réfléchit?
Devant quel confesseur la fais-tu comparaître? L'église, c'est l'azur, lui dis-je. Et quant au prêtre, en ce moment le ciel blanchit. La lune à l'horizon montait, hostie énorme. Tout avait le frisson, le pin, le cèdre et l'orme, le loup et l'aigle et l'alcillon. Lui montrant l'astre d'or sur la terre obscurcie, je lui dis « Courbe-toi, Dieu lui-même officie, et voici l'élévation. »